J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup perturbé il y a quelque temps. En fait, c'était un rêve lucide, donc un rêve dans lequel j'étais conscient de rêver. Et ça m'arrive de temps en temps de faire des rêves lucides, mais cette fois la particularité c'est que mon rêve paraissait vraiment très réel. En fait, ce qui se passe, c'est que je me lève de mon lit, au milieu de la nuit, et je sais que je suis dans un rêve. Je me retrouve dans ma chambre, et tout apparaît autour de moi comme ça m'apparaît d'habitude. Je fais des tests pour voir s'il n'y a pas des trucs qui vont pas. Souvent, par exemple, dans mes rêves lucides, il n'y a plus de gravité, et je peux me mettre à voler. Mais là, en l'occurrence, tout était parfaitement normal. J'étais chez moi, et en fait, mon rêve était tellement réaliste que je commençais à douter de mon état. Est-ce que je suis vraiment dans un rêve? Et comment le savoir? Finalement, j'ai trouvé des gens dans mon rêve à qui j'ai demandé de me réveiller, et donc je me suis réveillé dans mon lit, exactement à l'endroit où je m'étais faussement levé juste avant. Et donc, en me réveillant une deuxième fois, la question que je me suis tout de suite posée, c'est est-ce que cette fois je suis bien dans le monde réel? Et ça m'a rappelé un passage du chef-d'œuvre d'Arthur Schopenhauer, qui s'appelle Le monde comme volonté et représentation. Et je vais vous lire ce passage, qui est dans le chapitre 5 du livre 1. Il dit ça. La vie et le rêve sont les pages d'un seul et même livre. La lecture cohérente se nomme la vie réelle. Mais à chaque fois que l'heure de lecture et le jour s'achèvent, et que vient le temps du repos, souvent nous continuons de feuilleter le livre sans but, et nous ouvrons, sans ordre ni cohérence, une page tantôt ici, tantôt là. Parfois c'est une page déjà lue, parfois une page encore inconnue, mais toujours du même livre. Ainsi, une page lue isolément n'est certes pas cohérente avec la lecture qui est faite dans l'ordre logique. Pourtant, elle ne le cède pas tant que cela à cette dernière, si l'on songe que la lecture dans l'ordre logique tout entière commence et finit tout aussi inopinément, et qu'ainsi on doit la considérer seulement comme une unique feuille de papier, plus longue. Ainsi, les rêves singuliers se distinguent de la vie réelle par le fait qu'ils ne rentrent pas dans la cohérence de l'expérience, laquelle reste constante toute la vie durant. Le réveil caractérise cette distinction. Mais si justement cette cohérence de l'expérience appartient déjà à la vie réelle comme sa forme, le rêve peut lui aussi lui opposer sa cohérence interne. Si l'on se place, pour juger les choses, à un point de vue extérieur à la veille et au rêve, on ne trouve dans leur essence rien qui les distingue très nettement. Et l'on est forcé d'accorder au poète que la vie est un songe prolongé. En fait, ce que dit Schopenhauer, c'est que c'est seulement parce que le rêve casse la cohérence avec la vie réelle qu'on le considère comme irréel. C'est au moment du réveil qu'on prend conscience que ce qui vient de se passer n'était pas réel. Mais au moment du rêve, tout paraît en général extrêmement réel. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que le rêve et la vie éveillée, c'est la même chose. Mais je pense que le rêve, c'est un moyen assez concret de remarquer que nous expérimentons la réalité par l'intermédiaire d'images, de sons, d'impressions, qui sont organisées ou structurées d'une certaine façon. Et ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent sur Kant. Kant explique que le temps, l'espace, la causalité sont à comprendre comme des formes de l'expérience. J'avais utilisé la métaphore de l'interface. J'avais dit que les objets qu'on appelle réels, ceux qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent, ce sont des icônes de cette interface. Autrement dit, ces objets sont des représentations. Et Schopenhauer, de ce point de vue-là, il est kantien. Il se revendique lui-même comme un successeur de Kant, et il considère son livre Le monde comme volonté et représentation comme étant la continuation de la critique de la raison pure. Et cette idée de représentation, c'est son point de départ. Je vous lis la première phrase de la première partie du monde comme volonté et représentation. Il dit « Le monde est ma représentation. C'est une vérité qui vaut pour tout être vivant et connaissant, encore que seul l'homme puisse la porter à la connaissance réfléchie et abstraite. Et quand il le fait effectivement, il accède à la réflexion philosophique. » Donc en fait, pour Schopenhauer, le philosophe, c'est celui qui a compris, abstraitement, que le monde, ce qu'on appelle habituellement la réalité, c'est juste une représentation. Et en fait, c'est pas une idée nouvelle du tout.
C'est déjà ce que dit Platon avec son fameux mythe de la caverne. En fait, la métaphore de l'interface et des icônes, c'est un peu la version informatique moderne de la caverne de Platon, où la caverne joue le rôle de l'interface et les ombres projetées au mur jouent le rôle des icônes. Donc, une fois qu'on a compris cette idée que le monde est ma représentation, la question légitime, c'est représentation de quoi? Et le but de Kant, c'était de montrer que la réponse à cette question métaphysique, elle est inaccessible à la raison. Parce qu'en gros, pour le dire vite, la raison ne peut rien penser en dehors du temps, de l'espace et de la causalité. Et Schopenhauer, il est d'accord avec ça. En particulier, il est d'accord avec l'idée qu'il n'existera jamais une science métaphysique, parce que la science, c'est par définition une activité de la raison pure, qui ne s'applique qu'au domaine de la représentation. Autrement dit, les sciences nous aident à correctement classifier les représentations et à les mettre en relation les unes avec les autres. Par exemple, la physique, qui est souvent considérée comme la reine des sciences, celle qui est la plus fondamentale de toutes, elle ne nous apprend ce que sont les choses qu'en tant qu'elles entretiennent des relations avec d'autres choses. Par exemple, un électron, il est défini par tout un tas de propriétés, mais en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que toutes ces propriétés, elles ne sont que des relations entre des choses. Par exemple, la charge électrique d'un électron, c'est qu'une disposition de l'électron à attirer ou repousser d'autres particules. Même la masse, qu'on pense souvent comme une propriété intrinsèque des objets, on sait aujourd'hui que c'est une propriété relationnelle, qu'en fait la masse, c'est le résultat d'une interaction avec le fameux boson de Higgs. Et même sans rentrer dans les détails de la physique, un électron, on le connaît par l'intermédiaire de l'effet qu'il a sur nos instruments de mesure. Et n'importe quel objet, on le connaît par l'intermédiaire de l'effet qu'il a sur nos sens. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la connaissance rationnelle, et en particulier la science, le mieux qu'elle puisse faire, c'est de relier de façon très sophistiquée des représentations entre elles. Et c'est très bien, on a besoin, pour des applications pratiques, de savoir comment les représentations sont liées entre elles, notamment pour faire des prédictions. Mais pour Schopenhauer, c'est pas la question à laquelle s'intéresse la métaphysique. Le métaphysicien, ce qu'il veut savoir, c'est, en gros, la nature intrinsèque des choses. Et pour illustrer la position du philosophe dans un monde où il n'y aurait que de la science pour répondre à ces questions, il emploie une comparaison assez amusante. Je vous la lis. Le chercheur philosophe se sentira toujours comme quelqu'un qui, sans savoir comment, aurait atterri dans une société entièrement inconnue de lui, et dont les membres de ce cercle se presseraient après lui, l'un après l'autre, pour se présenter comme étant son ami ou son cousin, et se ferait ainsi connaître. Lui, cependant, tout en assurant à chaque fois se réjouir de ces présentations, aurait sans cesse cette question qui lui brûlerait les lèvres. Mais comment diable suis-je arrivé dans cette société ? Donc en fait, l'idée c'est que, pour le philosophe, même quand on aura compris toutes les relations spatiales, causales et temporelles entre les choses, on n'aura pas compris l'essentiel, on n'aura pas compris ce qu'est vraiment le monde. Et comme le suggère le titre de son livre, Schopenhauer va nous dire que la nature intrinsèque du monde, c'est ce qu'il appelle la volonté. Alors, c'est quoi la volonté ? Pour comprendre, il commence par nous faire remarquer que on n'est pas des sujets purement connaissants. C'est-à-dire qu'on connaît le monde, mais on fait aussi partie du monde. Et ce qui nous fait dire qu'on fait partie du monde, et qu'on n'est pas des sortes d'anges ou de fantômes, c'est qu'on possède tous un corps. Le corps, c'est le point de départ de ma connaissance, parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes mes représentations. Ce sont mes yeux qui reçoivent la lumière, mes oreilles qui captent les sons, et c'est ma chair qui souffre quand mon corps physique entre en contact violent avec d'autres corps physiques. Mon corps, c'est le lien concret qui me lie au monde. Et justement, mon corps est dans le monde des objets, il est un objet parmi les autres,
il est dans l'espace, il a une forme, il est aussi dans le temps, hein, je le vois vieillir, je le vois bouger, et j'en ai une représentation comme de tous les autres objets. Hein, c'est-à-dire que je peux le voir, je peux le toucher, je peux le sentir. Mais à la différence des autres objets, les mouvements de mon corps n'obéissent pas à des lois qui me sont étrangères. Par exemple, si je veux bouger mon bras bouge. Et ça paraît évident dit comme ça, mais en y réfléchissant, c'est très mystérieux. Quand je dis je bouge mon corps, ça a l'air d'impliquer que le je, le moi, c'est autre chose que mon corps. Et c'était le problème de Descartes en fait. Si le moi est fondamentalement différent du corps, par exemple si c'est une âme immatérielle, alors comment l'âme fait-elle pour interagir causalement avec le corps? C'est pas comme ça que ça marche. Je suis pas comme un pilote dans un véhicule. Mais d'un autre côté, je peux pas dire non plus que je suis mon corps. Parce que dans ce cas-là, ça n'aurait pas de sens de dire que j'ai un corps, ou que je contrôle mon corps. En fait, ce que je peux dire, c'est que je déplace mon corps par la seule force de ma volonté. Et en fait, la solution que propose Schopenhauer, elle est assez simple. Il dit « je suis cette volonté ». Alors c'est vraiment important de comprendre, dans un cas simple, comme le fait de bouger mon bras, ce que Schopenhauer appelle la volonté. Dans le langage courant, je peux dire que je veux bouger mon bras, mais sans vraiment bouger mon bras. C'est parce que nous les humains, nous sommes capables de penser abstraitement. On peut penser au fait de vouloir, mais sans vraiment le faire. Le sens de volonté que Schopenhauer emploie ici, c'est un vouloir qui n'est pas différent du faire. Le vouloir qui agite mon bras, c'est l'effort produit pour le déplacer. Et cet effort, c'est moi, ou en tout cas c'est une partie de moi, c'est l'expression de ce que je suis, intrinsèquement. Et ce point-là est vraiment très important à saisir pour comprendre la métaphysique de Schopenhauer. Il ne faut surtout pas comprendre que la volonté cause le mouvement de mon bras. Si on dit ça, on se retrouve avec un dualisme à la Descartes, où on a juste remplacé l'âme par la volonté. La volonté n'est pas une substance différente de la matière qui agirait sur la matière. Donc, c'est quoi le rapport entre la volonté de bouger mon bras et le bras matériel que je vois bouger? En fait, ce que j'appelle mon bras matériel, celui qui est dans l'espace et que je peux voir bouger, il n'est que l'image extérieure de la volonté de bouger mon bras. Ce qu'est vraiment mon bras, derrière la représentation, je sais ce que c'est parce que c'est moi en fait, ou c'est une partie de moi. Et plus généralement, mon corps, c'est l'image extérieure de ce que je suis intrinsèquement. Et intrinsèquement, je ne suis que volonté. Mon corps est la représentation de ce que je suis. Donc il y a un sens dans lequel je suis mon corps. Mais je ne suis pas le corps que voient les autres. Et je ne suis pas non plus le corps dont parle la biologie. Je ne suis pas un ensemble de cellules en interaction. Les cellules de mon corps et tous les processus de mon métabolisme, ce sont des représentations de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est la volonté. Une autre façon de le dire, c'est de dire que je suis ce que ça fait d'être moi, tout simplement. Et rappelez-vous que c'est ça le mystère de la conscience. C'est pourquoi ça fait quelque chose d'être moi. Pourquoi, si je ne suis que de la matière, en interaction, pourquoi cette matière produit quelque chose que ça fait d'être moi. Et la solution que propose Schopenhauer, c'est de dire la matière ne produit pas du tout ça. La nature des choses, c'est ce quelque chose que ça fait. Et ce qu'on appelle la matière, c'est juste l'image extérieure, en troisième personne, de ce quelque chose que ça fait. Et c'est de cette façon, finalement assez simple, que Schopenhauer résout le problème de la conscience, mais aussi le problème fondamental de la métaphysique. Kant nous disait que la nature intrinsèque des choses, ce que le réel est indépendamment de sa perception, ou indépendamment de sa représentation, cette réalité est inaccessible. Cette chose en soi est inaccessible, comme si elle était dans un
au-delà, à jamais hors de notre portée. Et Schopenhauer, il nous dit en fait que si on n'arrive pas facilement à voir ce qu'est la nature profonde des choses, c'est pas parce qu'elle se trouve très loin de nous, hein, dans un au-delà, mais c'est au contraire parce qu'elle est tellement proche de nous qu'on n'arrive pas à la voir. En fait, elle est nous. Et il y a une citation assez connue de Schopenhauer qui dit « Tu dois comprendre la nature à partir de toi, et pas toi à partir de la nature. » Donc en fait, l'idée c'est que vous n'allez jamais comprendre l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre si vous êtes trop tourné vers l'extérieur, et que vous essayez de déduire ce que vous êtes de l'intérieur à partir des choses extérieures. Et c'est ça que fait la science moderne. Elle essaye de comprendre ce que nous sommes intrinsèquement sur la base de relations entre des objets extérieurs, hein, les objets de la nature, sur des interactions entre des molécules, des cellules, des neurones, du courant électrique. Et Schopenhauer, il inverse la manière de raisonner. Il dit, essayez plutôt de comprendre ce que sont les choses autour de vous, les phénomènes, sur la base de ce que vous êtes, vous. Maintenant, je peux me dire, d'accord, je suis volonté, pourquoi pas. Peut-être que les autres êtres humains aussi sont volontés. Mais qu'est-ce que ça me dit du reste de la nature? Comment je peux comprendre quoi que ce soit du monde extérieur à partir de ce que je suis? Et pour bien comprendre dans quel contexte la volonté a un intérêt, je suis obligé de faire un petit aparté sur une idée très importante en métaphysique qui s'appelle le monisme. Le monisme, c'est l'idée que tout ce qui existe est fondamentalement réductible à une seule substance ou un seul principe ou un seul être, que en gros, fondamentalement, il n'y a qu'une seule chose qui existe vraiment. Et le monisme, c'est une intuition qui est très profondément ancrée dans l'histoire de la philosophie. On la retrouve chez les Grecs, avant Socrate, avec Parménide, Héraclite, et on la retrouve même avant les Grecs, dans la métaphysique indienne. L'Advaita Vedanta, c'est une très ancienne doctrine philosophique et spirituelle indienne qui enseigne la non-dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux, mais une seule chose. Et d'ailleurs, Schopenhauer a lu les textes du Vedanta et il s'en est beaucoup inspiré. Il le dit plusieurs fois explicitement. La raison pour laquelle c'est si important pour les philosophes de faire sens de tout ce qui existe à partir d'une seule chose et pas de deux, c'est que, comme je l'ai expliqué avant, si on postule l'existence de deux choses fondamentalement différentes, on se retrouve avec le problème d'expliquer comment ces deux choses peuvent interagir. Si je dis par exemple qu'il existe deux mondes parallèles, mais que je dis aussi que vous pouvez voyager sans problème de l'un à l'autre et que chacun des deux mondes agit sur l'autre, en fait ça revient au même que de dire qu'il n'y a qu'un seul monde. En fait, par définition, le monde est une chose. J'appelle le monde l'ensemble des choses avec lesquelles je peux entretenir des relations. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux toucher, tout ce à quoi je peux penser, c'est le monde. Et donc, en fait, la question, c'est quel est le point commun de toutes les choses du monde? Et la réponse des matérialistes, la réponse des scientifiques matérialistes en particulier, parce que les scientifiques sont pour la plupart des monistes, hein, le monisme, c'est pas seulement une idée abstraite de métaphysiciens, les scientifiques matérialistes disent, c'est simple, le point commun de toutes les choses qui existent, c'est qu'elles sont matérielles. D'une façon ou d'une autre, elles sont matérielles, elles se réduisent à de la matière. Il n'y a que la matière qui existe. Et on a de bonnes raisons d'être moniste, matérialiste, quand on est scientifique. Parce qu'on n'observe aucune discontinuité dans la nature. Tout a l'air d'être matériel. Vous, comme moi, comme les étoiles, sommes faits des mêmes constituants, des mêmes particules élémentaires. Et même s'il reste des problèmes techniques en physique théorique, on en sait assez pour inférer qu'il n'existe rien d'autre que la matière et les processus causaux de la matière dans l'univers. Mais si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que le matérialisme fait face à un problème qui est insoluble, qui est le problème difficile de la conscience. Les concepts de la physique, les particules, les mouvements, les forces, ne permettent pas d'expliquer ou de rendre compte de l'existence de la conscience. Je peux expliquer mon comportement, comme une succession de causes et d'effets physiologiques, avec des explications neurologiques très sophistiquées,
mais je ne peux pas expliquer pourquoi ça fait quelque chose d'être moi, subjectivement, de ressentir la douleur, de voir des couleurs, d'entendre des sons. Il y a ce que les philosophes appellent un gouffre explicatif entre la matière et l'esprit. Et il faut bien comprendre que c'est pas une question de manque de connaissances scientifiques, c'est une question de principe. On a beau retourner le problème dans tous les sens, on le fait depuis des siècles, on dit aujourd'hui que la conscience est une propriété émergente, ou qu'en fait la conscience est une sorte d'illusion, ça ne fonctionne pas. Il y a un ressenti qualitatif, irréductible, et même si ce ressenti est une illusion, il faut expliquer l'apparition de l'illusion elle-même, ce qui revient exactement au même. Maintenant, si j'abandonne le matérialisme, et que je décide de prendre le problème dans l'autre sens, je prends pour point de départ l'expérience. L'expérience, c'est la seule chose qui existe. Je suis en train de vivre une expérience, c'est indéniable. Là, en ce moment, si vous écoutez ce que je dis, vous êtes en train de vivre une expérience auditive. Si vous partez de l'expérience, il n'y a aucun obstacle pour expliquer ce qu'est la matière. La matière, c'est juste une construction logique abstraite que vous formez à partir de votre expérience. Et donc, je garde le monisme, je me débarrasse de l'illusion de la matière, et je me retrouve avec ce qu'on appelle l'idéalisme. Et la version de Schopenhauer, elle me paraît être l'une des plus cohérentes, et aussi l'une des plus simples. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est la volonté. C'est pas à proprement parler une chose, parce que le mot chose, on l'applique à une individualité. Une chose, c'est une entité qui est dans l'espace et dans le temps, et qui se distingue d'autres choses. La volonté est hors du temps, hors de l'espace, hors de la causalité. Et tout est volonté. Tous les phénomènes sont des manifestations de la même volonté. Alors évidemment, l'ensemble du monde vivant est représentation de la volonté, mais pas seulement. Les forces de la nature, les lois de la nature, sont des manifestations de la volonté. Et je vous lis un passage où c'est très clair. Il nous reste encore un dernier pas à faire, et celui-ci consiste à aussi étendre notre observation à toutes les forces qui agissent dans la nature, d'après des lois générales et immuables auxquelles se conforment les mouvements de tous les corps qui, entièrement dépourvus d'organes, ne sont sensibles à aucune excitation et n'ont connaissance d'aucun motif. Dans ces phénomènes du monde inorganique, qui, de tous les phénomènes, nous sont les plus éloignés, nous devons donc aussi introduire la clé qui nous a ouvert la compréhension de l'essence en soi de la chose, et qui, seule, a pu nous offrir la connaissance immédiate de notre propre essence. Si donc nous sondons du regard ces phénomènes, si nous voyons avec quelle puissante et irrésistible impulsion les eaux se précipitent vers les profondeurs, avec quelle ténacité l'aimant toujours se dirige vers le pôle Nord, si nous voyons l'attraction que ce dernier exerce sur l'acier, et avec quelle violence les pôles électriques tendent à se réunir, violence qui, à l'instar des désirs de l'homme, est encore accrue par tous les obstacles qu'elle rencontre, si nous voyons avec quelle rapidité et quelle soudaineté se forme le cristal, et combien est régulière cette formation, qui, selon toute apparence, n'est qu'une aspiration dans des directions différentes, parfaitement décidée et exactement déterminée, qui aurait été arrêtée et frappée d'immobilité, et si nous remarquons à quelle sélection procèdent les corps, libérés par leur état fluide et soustraits aux liens de l'immobilité, qu'ils se cherchent ou s'évitent, qu'ils s'unissent ou se séparent, si enfin nous avons la sensation absolument immédiate d'un fardeau dont notre corps enraie l'aspiration, qu'il accule vers la masse terrestre, qui sans relâche exerce sur lui une pression et une force, traquant le moindre de ses efforts, nous n'aurons pas à faire de grands efforts d'imagination pour reconnaître, même à partir de la grande distance où se situe notre être, qu'est une seule et même chose, ce qui, chez nous, poursuit ses fins à la lumière de la connaissance, mais ici, jusque dans ses plus faibles phénomènes, est tout entier tension aveugle, sourde, monotone et immuable, et cependant, parce qu'il en va partout d'une seule et même chose, tout comme les premiers rayons de l'aurore partagent avec les rayons du soleil de midi le nom de lumière, ici comme là, il faut introduire le nom de volonté, qui désigne l'être en soi de toute chose dans le monde, et l'unique cœur de tout phénomène. Alors, Schopenhauer n'est pas en train de dire que tout est conscient. Il ne dit pas que l'aimant serait conscient parce qu'il exercerait une force sur le métal. Ce qu'il dit, c'est que l'aimant n'existe pas vraiment individuellement. Il n'y a qu'une seule conscience, une seule volonté, dont l'activité se manifeste entre autres
comme le magnétisme, comme l'aimant qui attire le métal. Mais alors la question c'est, s'il n'y a qu'une seule conscience, pourquoi j'ai l'impression d'être un individu séparé du reste du monde? Pourquoi je ne suis pas tout simplement cette conscience universelle, au lieu d'être moi, un être humain limité, avec mes propres états psychiques, auxquels j'ai l'impression d'être le seul à accéder? Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'est l'ego. Qu'est-ce que c'est que le moi? À quoi réfère le pronom « je » ? Et ça, c'est une question très difficile, qui a été, entre autres, abordée par un des plus illustres disciples de Schopenhauer, le fameux Friedrich Nietzsche. Et j'en parlerai la prochaine fois.